Hello et bienvenue dans Make Sense, le podcast sur le nouveau format. Aujourd'hui, on va être très sharp, très précis et j'ai le plaisir d'accueillir pour ce premier épisode Maxime, qui est le CEO de l'agence Certify et ex-Head of CRM de Asphalt. Hello Maxime, Salut Maxence, merci pour l'invitation. écoute, ça me fait hyper plaisir. Donc aujourd'hui, toi, tu vas être notre expert sur tout ce qui est CRM et emailing et tu vas nous raconter déjà quelle est selon toi l'erreur la plus courante que tu peux voir dans le domaine. Yes, on rentre direct dedans. Euh, il y en a plusieurs, mais il y en a une qui est assez récurrente, euh, qui est assez d'actualité, c'est la fenêtre d'attribution. Euh, Personne ne sait exactement quoi faire avec cette fenêtre d'attribution. Par défaut, souvent, elle est à 5 jours. On parle de 7 jours, de 3 jours. Euh, je pense que la gestion de cette fenêtre d'attribution, c'est peut-être la plus grosse erreur courante qu'on voit sur le sujet. Et c'est quoi ta reco, en tout cas, comment toi, tu vois les choses pour avoir cette bonne fenêtre d'attribution qui est ni trop élevée ni trop courte? Est-ce que tu mets la même partout ou est-ce que tu t'adaptes? Non, en effet, ouais. Je pense qu'il y a chaque levier a une durée de vie. Euh, Typiquement, une ads va avoir une durée de vie plus courte qu'un email, tout simplement parce qu'il est moins éphémère pour autant. Ceci dit, je doute que la durée de vie d'un email soit de 7 jours, par exemple. Si on fait l'exercice aujourd'hui et que je te demande de me donner un email que tu as reçu il y a 7 jours, sur lequel tu irais cliquer, je pense que c'est un exercice difficile tellement on en reçoit aujourd'hui. Euh, donc en fait, je pense que sur le sujet de la fenêtre d'attribution, il faut concrètement avoir une vision un peu 360, un peu holistique de la chose, euh, en prenant en compte l'ensemble des leviers. Parce que quand on investit de l'argent sur plusieurs leviers, que ce soit de l'ADS, du social, de l'influence, du CRM, de l'email ou même SMS, WhatsApp, il faut prendre en considération la durée de vie de ce qu'on envoie pour mettre des fenêtres d'attribution qui sont cohérentes vis-à-vis du nombre de leviers qu'on envoie et de la durée de vie de ce, histoire d'avoir, on va dire, une vue la plus fiable possible, tout en sachant qu'on parle d'une science qui n'est pas exacte, finalement, l'attribution. L'attribution, pour rappeler à ceux qui ont encore du mal, parce que certains découvrent le sujet qui est pourtant super vieux, mais c'est quand tu essayes d'attribuer le chiffre d'affaires au bon levier, parce que finalement, si tu fais pas attention, si tu as un clic sur une pub Google Ads et que ton outil d'emailing s'attribue la vente, tu peux avoir 100 euros d'un côté, 100 euros de l'autre, et pour autant, sur ton compte bancaire, tu as reçu que 100 euros. Donc c'est pour ça que c'est hyper important. Exactement, ouais. Et c'est exactement ça. Alors, historiquement, on en a plusieurs. Tu vois, on a eu le last click et le first click qui sont un peu les historiques. On a vu un modèle un peu contributif euh, qui est arrivé après. Google en a sorti, si je dis pas une bêtise, 7 ou 8 un peu différents avec des ratios différents selon les leviers, le premier levier, le dernier levier, ce genre de choses. Euh, mais en effet, quoi qu'il arrive, c'est humain et heureusement qu'on le fait, qu'on essaye de monitorer quand même la rentabilité de chacun des leviers vis-à-vis de l'investissement qu'on met en face. Euh, Ceci dit, il faut pas parce qu'on est dans un métier ou dans un autre, surestimer sa fenêtre d'attribution pour s'attribuer l'ensemble des performances. Aussi parce que on a souvent une vision mono-outil et cette vision mono-outil, elle est concrètement biaisée parce que tous les outils vont vouloir ramener le plus de chiffre d'affaires vers eux. On va tirer la couverture un peu vers eux, ce qui est normal aussi finalement, et c'est plutôt aux marketeux de savoir faire un peu la différence là-dedans. Mais en effet, si demain tu ajoutes ton chiffre d'affaires généré de Meta et que tu ajoutes ton chiffre d'affaires généré de Klaviyo, il y a de fortes chances que ça ressemble pas à ton chiffre d'affaires réel que tu as dans tes caisses, quoi. Et c'est vrai que si tu regardes ce chiffre d'affaires-là, tu fais l'addition de tout le monde, sauf de regarder ce qu'il y a vraiment sur ton compte bancaire, tu as l'impression d'avoir beaucoup d'argent, sauf qu'en fait, comme tout est démultiplié, c'est complètement faussé. La réalité est vraiment différente pour le coup. Du coup, Marocco, sur l'email pur, je dirais qu'elle est plutôt autour de 3 jours, plutôt que 5 ou 7 ou autre. Parce que je pense que la durée de vie de l'email, enfin, en tout cas, la majorité des performances d'un email, elle est faite dans les premières 24 heures, en tout cas à 80%. Et qu'ensuite, on peut avoir un peu de résidus jusqu'à 72 heures. Au-delà d'après moi, de 72 heures, on va plutôt parler de quelques ouvertures de un, 2 ou 3 clics, mais c'est pas ce qui va changer réellement la globalité des performances de l'email en tant que tel. Et je pense que c'est aussi plus équitable de mettre 3 jours
vis-à-vis d'une vision 360 d'un business un peu global. Et je pense que pour avoir ce mix un peu de levier, il est plutôt intéressant d'avoir 3 jours uniquement sur l'email. Ouais, c'est sûr qu'aujourd'hui, en plus, sur les boîtes, où les personnes reçoivent des emails publicitaires, au bout de 3 jours, de toute façon, si ton email n'a pas été vu, il y a de grandes chances qu'il soit enterré sous 10 000 autres emails, dans tous les cas, sauf exception. Mais du coup, les exceptions confirment pas la règle, non plus. Ouais, les exceptions sont vraiment rares et concrètement aujourd'hui, tu vas recevoir quoi? Franchement, entre 50, tu vas recevoir 50 emails par jour en moyenne, que ce soit des emails promotionnels ou vraiment des emails soit transactionnels, soit qui te sont très utiles. Il y a déjà une gestion qui est faite par les FAI dans les boîtes de réception. Tu le vois avec Google, ce qui va arriver avec Apple aussi, avec la boîte promotion, notification, etc. Souvent, quand tu fais de l'email de masse, tu arrives dans la boîte promotion, c'est normal. Et donc, ton email, au bout de 72 heures, très franchement, il va être assez loin. Il y a peu de chances que tu génères beaucoup de performances avec cet email-là. Si tu génères une conversion, c'est déjà très bien. Donc, en tant que tel, je pense que 3 jours, c'est assez équitable. Encore une fois, dans cette vision un peu globale de tous les leviers qu'on peut activer sur le web, quoi. Yes, carrément. Ça donne envie de poser plein d'autres questions, par exemple sur les relances non-ouvreurs et ce genre de choses, mais l'épisode il durerait des heures, donc si ça vous intéresse, dites-le nous en commentaire sur Apple Podcast ou sur YouTube. Et Maxime, j'imagine que tu seras prêt à revenir pour un format long sur le sujet, en tout cas. Et dans Bien l'idée, sûr. on a une... ça sera cool. Et on a une deuxième question pour toi qu'on aime bien poser dans cette saison, c'est quoi le truc facile que pourtant personne ne fait? Parce que les gens adorent perdre de l'argent et donc personne ne le fait. Ouais. Alors, il y a un truc que j'ai remarqué que pas grand monde le fait, si ce n'est presque personne, en tout cas, un peu de ce que je vois. C'est, alors ça va sonner compliqué quand je vais le dire, mais en réalité, c'est assez simple. C'est analyser les probabilités de réachat selon le premier produit acheté. Il y a souvent un enjeu dans le CRM et dans la rétention, c'est de pousser au second achat pour, par extension, augmenter la LTV et donc du coup rentabiliser ses investissements d'acquisition. Et ça a toujours été un sujet de qu'est-ce qu'on envoie pour favoriser le second achat. Un truc que peu de gens regardent, c'est les probabilités de réachat, du coup, selon ce qu'ont acheté les premières personnes. Il y a des outils, en fait, qui le proposent de manière toute faite, ces analyses-là, et sinon, on peut les faire un peu soi-même. En tirant de la donnée avec quelques tableaux, tout le monde utilise Google Sheet ou Excel, et c'est complètement faisable. Et ça, c'est ultra utile parce que on va se rendre compte que souvent, les gens, les clients qui achètent le produit A rachètent, par exemple, alors c'est pas du tout une généralité, mais rachètent pour 60% le même produit en deuxième achat. Donc plutôt que d'essayer de pousser un autre produit ou un cross-sell, en fait, il faut peut-être pousser le même produit sous une nouvelle variante, par exemple. Si on prenait par exemple l'exemple des vêtements, peut-être que ce serait juste une autre couleur du même vêtement pour favoriser le second achat. Et on va avoir 40% qui vont acheter le produit B. Et donc, on sait du coup, on est capable de personnaliser l'expérience, de personnaliser les emails et même tous les autres canaux, en disant, d'accord, si cette personne a acheté ce produit A, je sais que dans mon parcours, il faut que je lui repropose le produit A et que je lui propose le produit B. Et de cette manière-là, c'est mathématique et statistique, on va optimiser du coup notre taux de réachat et notre passage du premier au second achat. Et cette analyse-là, en réalité, on peut la tirer jusqu'au troisième, jusqu'au quatrième, jusqu'au cinquième achat. Juste seulement, les parcours sont un tout petit peu plus complexes et les probabilités, du coup, vont se diviser un peu plus. Mais en tant que telle, cette analyse-là, pour driver et gérer sa rétention, en tout cas pour personnaliser l'expérience, elle est archi simple et elle est parlante. En fait, elle est très vite actionnable parce que on va avoir des produits, on va avoir des stats en face et on va dire, OK, l'action à faire pour ça, en fait, il faut juste mettre dans ce parcours, il faut plutôt, pour cette cible, il va falloir proposer ça. Et c'est un peu l'essence même du CRM. Et cette analyse-là, en réalité, elle est assez simple à faire et je la vois que très rarement. Et j'essaye de la déployer sur l'ensemble de nos clients. Ouais, c'est vrai que c'est assez marrant parce que c'est vieux comme le monde du côté de la VAD, donc tout ce qui était vente par catalogue et même chez les retailers, on pense à des Leroy Merlin, des Nocibé, etc. Et pour autant, toutes les marques e-commerce qui sont pourtant, désolé pour les retailers, mais les marques e-commerce qui sont plus dynamiques, plus rapides, plus agiles, comme on dit, laissent ça de côté alors que c'est un fondamental du CRM. Et c'est vrai que c'est incroyable qu'il y ait aussi peu de monde qui le fasse, sachant que c'est aussi rentable.
En fait, quelque part, on vient rentabiliser absolument tout. À la fois le coût de nos produits ou de nos services qu'on vend, mais également tous les investissements d'acquisition qu'on fait en amont. Et faire cette analyse-là, elle vise réellement à augmenter la LTV, mais à créer ce cercle vertueux de croissance où on vient rentabiliser, faire un x3, x4, x5 sur les clients qu'on acquiert, réinvestir cet argent en acquisition pour aller recruter de plus en plus de monde, augmenter la taille de nos cohortes et puis recréer les mêmes scénarios et créer ce cercle vertueux de croissance. Et c'est une petite analyse alors. Peut-être qu'il y a aussi des choses qui rentrent en compte, comme le manque de temps, le manque de profondeur d'analyse là-dedans, parce que en effet, il faut y consacrer un peu de temps. Ceci dit, je pense que c'est pas si compliqué. Je pense qu'il y a des outils qui sont tout faits et en réalité, cette analyse-là, on peut l'avoir en 5 minutes avec des outils tout faits, certes, qui sont pas gratuits. Ceci dit, la rentabilité de l'outil, je pense qu'elle est très vite démontrée une fois qu'on rend l'analyse actionnable. Mais cette analyse-là, pour driver la rétention, euh, pour, euh, pour créer du repeat, pour augmenter la LTV, je pense qu'elle est, en plus d'être facile, je pense qu'elle est nécessaire pour être sûr de bien envoyer le bon message à la bonne personne. Bon, le bon moment, etc., avec un peu l'adage du CRM, je sais pas, mais en tout cas, le bon message à la bonne personne, ça, c'est sûr que cette analyse-là, elle le permet. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, l'acquisition, les CAC augmentent, la concurrence augmente, il y a un besoin réel de venir capitaliser sur sa rétention, et c'est une analyse qui doit être utilisée pour capitaliser justement sur cette rétention. Clairement. Et comme tu dis, à une époque où les coûts d'acquisition augmentent, tout le monde commence à parler de plus en plus du ratio LTV sur CAC. Bah, la LTV, ça se Ouais, bien travaille sûr. comment? Ça se travaille avec ce genre d'outils et ce genre de système que tu viens de décrire ici. Donc, j'ai envie de dire, si les gens qui nous écoutent le font pas encore, ça vaut le coup de faire même une après-midi ou même une heure sur son fichier Excel, sortir ses ventes des 12 derniers mois et regarder ça en fait. C'est tout con. Euh, le faire à la main, c'est le quick win idéal. Limite, s'il faut prouver une rentabilité, faites-le à la main comme ça et mettez en place. Et après, vous vous dirigez vers un outil. Et si le CA, j'ai l'impression que parfois, il faut que les gens y croient. Il faut un premier win pour que les gens se disent: «Ah ouais, en fait, ça vaut le coup quand je me mets derrière mes tableaux Excel ou que je me mets derrière mes automatisations». Ce qui est malheureux, mais on sait que c'est rentable. Il n'y a pas de débat. C'est le grand Et drame du CRM, ça. c'est le gros problème à chaque fois. Et d'ailleurs, ça fait la bonne passerelle parce que ce qu'on aime bien aussi demander, c'est si tu as une fausse croyance à débunker. Et je crois que je la connais et j'aime beaucoup ce que tu vas nous dire. Euh, ouais, alors il y en a plein aussi là-dessus. Il y en a une qui, euh, il y en a une qui est restée très 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 longtemps. C'est celle pour rentrer un peu dans le détail, c'est celle du ratio texte-image dans un email. On a souvent entendu parler du ratio 60% de texte, 40% d'image, parce que sinon on allait tomber dans les spams, etc. C'est une véritable fausse croyance. Alors, c'est une fausse croyance aujourd'hui. Ça l'était pas avant. Juste pour donner un peu d'historique, le ratio texte-image, il provient vraiment du début des années 2000. Quand les premiers filtres anti-spam ont été mis en place par les FAI, les spammers, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis leurs mots qui passaient pas les filtres sur des images, de manière à pouvoir malgré tout passer les filtres. Du coup, les FAI ont mis des restrictions sur les images. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Les systèmes de filtrage sont tellement avancés, les algorithmes qui regardent et qui analysent les emails sont tellement avancés, qu'ils sont capables de savoir d'analyser des images en tant que telles. Donc aujourd'hui, dire que ce ratio est hyper important, absolument pas. C'est pas ce qui va maintenir la délivrabilité. En tout cas, c'est pas le critère primordial là-dessus. Faire des emails, par exemple, en full design, ce qui était une aberration il y a quelques années, est en réalité possible. C'est pas contre-indiqué en tant que tel. On peut le faire. Tout est toujours question d'équilibre et d'alternance dans la manière dont on adresse sa base. Et faire un email en full design, c'est pas interdit. Ce qui réellement compte là-dessus, dans le ratio texte-image, à la base, c'était de dire on protège notre délivrabilité. Aujourd'hui, la délivrabilité, elle est beaucoup plus protégée si on fait attention à son hygiène de liste. Donc on exclut tous les inactifs, qu'on exclut tous ceux
n'ont pas acheté, par exemple, tous ceux qui ont bondé récemment, ce genre de choses. Heu, on vient, configurer correctement ces authentifications. Donc on ait un SPF, un DKIM et un DMARC, on en a beaucoup parlé cette année en 2024, qui soit, correct et qui répondent aux règles des FAI. Il faut bien vérifier l'engagement de ses utilisateurs, donc ça envoie des bons signaux aux FAI et puis avoir un warm-up, on va dire, en début, en tout cas, chauffer son IP et sa réputation correctement au tout début pour s'assurer une délivrabilité dans le temps qui soit bonne. Mais en soi, ce ratio texte-image, euh, ça me fait encore assez rire quand je l'entends maintenant, quand je l'entends encore maintenant, alors que aujourd'hui, il a plus lieu d'être. Ouais, et pour pas vendre la mèche, j'avoue que quand j'étais chez Tikamoon, au début, on avait un intégrateur qui faisait du full HTML avec 0 distinction texte-image, donc tout le texte était sur les images. Et en fait, rien que d'avoir une très bonne hygiène de liste, parce qu'on avait une base qui était quand même hyper canon, en fait, on n'a jamais eu de problème. J'ai fait 8 ans là-bas, on n'a eu aucun problème de spam en fait. Et c'est pas si vieux, ça date de 2012 aussi, ça Non, commence. le seul risque que tu prends finalement quand tu fais du full design, c'est que ton destinataire soit en 3G et que les images ne chargent pas. D'où l'importance, malgré tout, et j'en profite, de bien mettre des balises alt dans toutes ces images pour décrire ce que veut dire l'image, en tout cas le message passé dans l'image. Si c'est une image qui contient un titre, c'est pas plus idiot de mettre le titre dans la balise alt pour que, au cas où ça ne charge pas, le titre s'affiche malgré tout. Mais en soi, ça m'étonne pas si tu avais de bonnes pratiques CRM ou de bonnes pratiques en matière de délivrabilité, tu pouvais faire du free design, tu avais quand même de l'engagement et tu tombais en boîte de réception. C'est pas le critère primordial, hein. Ouais, on oublie que c'est une question de réputation généralement, et comme tu dis maintenant, quand tu as bien fait ton SPF des marques, tes KM, parce que de toute façon, tu es plus ou moins obligé maintenant, dans la plupart des cas. Donc, tant que tu gères bien ton emailing et que tu fais pas le bourrin comme pas possible, en soi, normalement, il n'y a pas de problème. C'est juste une question de, enfin, pas de ratio texte-image justement, mais de ratio bonne pratique, mauvaise pratique. Tu peux parfois pousser un peu le bouton quand tu fais du Black Friday et autres, comme c'est le cas en ce moment. Mais tant que tu es sage dans ta gestion, normalement, tu auras pas de problème de délivrabilité. Ouais, exact. Vraiment faire le bourrin, bah, c'est à tes risques et périls. Mais demain, dire j'augmente progressivement mon volume d'envoi parce que ça va être le Black Friday ou ça va être Noël, ça va être ma grosse période. Bah, en fait, tant que tu passes pas de 50 000 à 50 millions, voilà, je prends des extrêmes, mais euh, volume d'envoi journalier, bah en fait, si tu fais pas ça, en vrai, ça devrait aller. Tu peux augmenter ton volume d'envoi progressivement et ne pas avoir de problème de délivrabilité tant que tu monitores et que tu exclus ces inactifs qui peuvent être des spam traps finalement au bout d'un moment et que tu protèges ta base qui est sûrement l'un des actifs les plus valorisants d'une boîte, quoi. Carrément. En tout cas, merci beaucoup. Je pense que tu as encore beaucoup de choses à nous dire, donc je pense qu'on te fera revenir avec peut-être d'autres questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à Maxime dans les commentaires, je le redis. Et surtout, dans les prochains épisodes, on va recevoir les meilleurs experts en ads, en SEO, en emailing, en CRO. Donc abonnez-vous, je vous mets juste à la fin de l'épisode la playlist. Et en tout cas, Maxime, si on veut te retrouver, on mettra aussi le lien de ton LinkedIn, parce que tu partages régulièrement des tips qui sont quand même très très cool. Donc allez suivre Maxime sur LinkedIn. Maxime, merci beaucoup, merci pour tes conseils. On se retrouve très vite de l'autre côté. Merci beaucoup, Maxence. Merci beaucoup, c'était un plaisir.